Mon intervention va porter sur la politique de mobilité. Je l'ai déjà dit au mois de décembre, la solution de la mobilité n'est pas une invention du XXe siècle, mais elle a existé dès le XVIIIe siècle, notamment lorsque les groupes des Petits Blancs ne trouvaient plus suffisamment de terre à La Réunion. Donc il y a eu une exclusion sociale, ils sont montés dans les hauts, comme on a dit, et l'État a cherché une solution pour ces Blancs qui ne travaillaient pas. Et on a imaginé pour eux des solutions comme l'armée ou encore les travaux manuels, hein, mais les emplois manuels étaient réservés aux CAFRE qui venaient d'être affranchis. Et on a aussi parlé à ce moment-là de l'émigration vers les Seychelles, ce qu'ils ont refusé. Alors, comment en est-on arrivé à la politique de migration au XXe siècle? Alors, je rappelle que La Réunion est département français depuis 1946 et la population attendait beaucoup de cette départementalisation, notamment en termes de progrès social et économique. Donc, 10 ans après, il n'y a toujours rien. Et on voit apparaître, on va dire, sur la scène politique Paul Vergès. Donc, en 1956, il est élu député de La Réunion. Et il sera encouragé par le Parti communiste français à fonder le Parti communiste réunionnais. Donc, c'est bon, au mois de mai 1959, le Parti communiste réunionnais est créé. Alors, je rappelle que pour la Martinique et la Guadeloupe, il y aura aussi le Parti communiste donc, de ces îles qui seront créées 2 ans auparavant. Alors, lorsque Paul Vergès devient leader du Parti communiste, donc secrétaire général, donc lui, il va poser tout de suite la revendication de l'autonomie. Et il sera soutenu dans sa démarche par une large partie de la population. Et il va aussi demander l'aide de Moscou pour que La Réunion accède à ce nouveau statut juridique. Alors Moscou va apporter son aide, notamment par la formation des étudiants. Alors, dès 1961, les contrats sont signés et donc Moscou va accorder plus d'aide aux nouveaux départements d'outre-mer pour que les jeunes aillent se former dans les anciens pays de l'Est. Donc, c'est une filière de migration politique qui est alors créée et il s'agit de former des cadres pour l'avènement du futur État autonome. Alors, donc là, nous sommes en 1963. Donc, les Réunionnais commencent à partir, donc toujours par l'intermédiaire du Parti communiste. Les Antillais également. Donc, ils seront accueillis dans un premier temps à l'Université de l'amitié entre les peuples, à Patrice Lumumba, à Moscou. Et les vagues de Domiens qui seront accueillis par la suite, le seront dans les autres pays de l'Est, notamment la Roumanie, la Bulgarie, mais nous avons aussi la Hongrie. Donc on va dire que le plus gros des effectifs seront dirigés vers l'Union soviétique. Alors l'État voit d'un très mauvais œil donc les départements d'outre-mer prendre la même voie que les pays nouvellement indépendants, donc la vague des pays indépendants des années 60. Et va intervenir alors Michel Debré. Alors Michel Debré, il a été chargé de régler la question algérienne, comme on le dit dans le langage sociopolitique. Alors régler les questions algériennes, c'est-à-dire qu'il était chargé de départementaliser l'Algérie et que l'Algérie reste française. Donc là, nous sommes au début des années 60, il sait que c'est bon et il va dire lui-même qu'il s'agit de son plus grand regret de ne pas avoir su garder l'Algérie au sein de la République. Alors Michel Debré perd les élections législatives en Indre-et-Loire en 1962. C'est un échec politique.
Alors, il est Premier ministre et il se cherche aussi une représentation nationale. Les élections de 1962 à La Réunion, donc dans la première circonscription, sont remportées par Paul Vergès. Ces élections seront annulées. Et Michel Debré sera parachuté à La Réunion, et avec bien entendu l'aide de la droite locale. Et il va faire une campagne électorale express de 3 semaines et il sera élu avec un score très confortable de près de 85%. Alors il s'agit d'un département qu'il ne connaît pas. Et là, nous avons des articles très intéressants, notamment dans la presse satirique. Si vous regardez Le Canard enchaîné, on va parler du néocolonialisme de Michel Debré. On va dire que c'est ce Bons Oreilles là, qui débarque pour apporter la civilisation à La Réunion. Alors, si Michel Debré est envoyé à La Réunion, il aura aussi une mission précise, celle de mettre fin, on va dire, aux velléités autonomistes et d'écraser le Parti communiste. Michel Debré sera aidé aussi dans cette tâche, on va dire, par un préfet, Jean Perrault-Pradier, dont la tâche est également de liquider, si je peux dire, entre les guillemets, le Parti communiste. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'ordonnance Debré qui avait expulsé de La Réunion et aussi des Antilles des militants autonomistes, a déjà été effectuée. Et face à ces revendications populaires, donc Michel Debré va créer une filière de migration pour contrer celle de Paul Vergès. Il va créer le BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations au pluriel, intéressant les départements d'outre-mer. Alors là, on voit déjà qu'il y a un acte manqué étatique, puisque l'État parle de migration. Les Réunionnais ne sont pas des migrants, ce sont des Français qui effectuent un déplacement transnational. Alors, ce sont les Antillais qui vont d'abord emprunter le dispositif du BUMIDOM. Donc, ce BUMIDOM va répondre à 3 objectifs. Alors, premièrement, donner des perspectives d'insertion sociale et surtout professionnelle à des jeunes, donc en dehors de leur département de naissance, donc en métropole. Deuxième raison, fournir une main-d'œuvre dans des secteurs très précis en métropole. La troisième raison, c'est d'amorcer la transition démographique. Ces départements d'outre-mer sont en voie, on va dire, d'explosion sociale, vu la très grosse partie de la jeunesse. Et il y a une 4e raison qui n'est pas avouée. Elle est d'ordre psychosocial, celle de donner une ouverture d'esprit, entre les guillemets, donc aux jeunes de l'outre-mer. Donc, ils vont aller vers la métropole pour connaître d'autres expériences et aussi pour sortir de leur milieu insulaire. Ce sont les Antillais qui vont emprunter d'abord le dispositif mis en place par le BUMIDOM. Alors, on va dire qu'un candidat qui cherche du travail, il va aller frapper à la porte du BUMIDOM après un test très sommaire, donc qui sera retenu, ce qui fait que pratiquement 100% des candidats seront retenus pour aller vers la métropole. Et donc ces Antillais vont arriver parce que à l'époque, les premières vagues arrivaient par bateau. Les Antilles sont beaucoup plus proches de la métropole. Et là, on va voir un autre phénomène social et psychologique intéressant. C'est que ces Antillais vont d'abord être dirigés vers le centre de Dieppe. Alors, le centre de Dieppe est appelé aussi centre d'adaptation. Donc, ils vont rester là pendant 1 mois ou 2 mois dans ce centre d'adaptation. Et là, il s'agit de leur apprendre de bonnes manières, c'est-à-dire qu'ils abandonnent, on va dire, leur manière de sauvage pour des manières plus conformes à la société métropolitaine.
Alors, les Antillais seront dirigés en région parisienne. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu venir à Paris, c'est parce que l'État les a dirigés. Ils ne choisissaient pas leur lieu d'affectation. Donc, les Antillais vont faire partie de ce qu'on appelait à l'époque dans la circulaire. Il y aura des emplois réservés aux Antillais dans la fonction publique. Et évidemment, ce seront les emplois les plus pénibles et les moins bien payés. Donc les Antillais seront affectés à des tâches, à des emplois qui n'existent plus actuellement, comme par exemple éplucheurs, que ce soit de pommes de terre ou d'oignons. Alors les Antillais ont été discriminés quand ils sont arrivés en région parisienne, d'où le fait aussi qu'ils ont érigé des mécanismes de défense sociaux, notamment l'organisation à travers des associations. Il faudra attendre à partir de 1966 pour voir les Réunionnais arriver massivement en métropole. Alors, 66, 67, ce sont les premiers vols commerciaux entre la Réunion et la métropole. Et là, l'État va faire très attention pour que les deux populations ultramarines ne se rencontrent pas. Les Réunionnais seront dirigés vers la province, vers les grandes villes de province, ce qui fait que lors des derniers recensements, cela se confirme, plus de 70% des Réunionnais vivent en province. Et les Réunionnais seront dirigés vers le secteur privé. Alors, les Réunionnais, les hommes, vont surtout travailler dans les usines de montage automobile ou électroménager. Ou encore, on va retrouver beaucoup de Réunionnais en Bretagne, dans l'industrie agroalimentaire. Et les Réunionnaises vont inaugurer la modernisation de certains services, notamment tout ce qui relève des services à la personne. Donc là, en cette fin d'année 60, on va créer, on va dire, les services modernes d'aide à la personne âgée ou encore aux personnes en situation de handicap. Donc si vous connaissez la région lyonnaise, il y a une mémoire sociale concernant la présence des Réunionnaises, notamment aux hospices de Beaune. Alors, l'objectif du BIMIDOM, c'était bien entendu de faire partir le maximum de jeunes. Et on va voir à La Réunion qu'entre 70 et entre 66 et 78, 80, il y a près de 5000 Réunionnais qui quittent leur île chaque année, ce qui est énorme, vu la population de l'île. Alors, nous en arrivons à 1982. Et en 1982, l'État a voulu connaître l'ampleur de la descendance des ultramarins. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il est formellement interdit de pratiquer des statistiques ethniques. Donc, l'État va créer une catégorie qu'il va appeler enfants de famille. Alors, pour être enfant de famille, il faut avoir moins de 25 ans et vivre chez ses parents. Donc c'est là où on a pu remarquer que les Réunionnais, ou comme les autres populations immigrées, ont fait souche, ils ont eu des enfants, et maintenant on en est à la 3e génération. Alors nous en arrivons à 1982. Où, cette fois-ci, François Mitterrand va considérer que les ressortissants des DOM ne sont pas des immigrés, mais ce sont des personnes qui recherchent une promotion à travers le travail, notamment. Donc, à cet effet sera créée l'ANT, donc Agence nationale pour la promotion des travailleurs de l'outre-mer, à partir de 1982. Et là, on va abandonner le terme de migration, on va inventer un nouveau concept qui s'appelle la mobilité. Donc, vous connaissez La Réunion ou Mayotte, mais de plus en plus, vous ne pouvez pas échapper à la mobilité, que ce soit à la télé, dans les pages des journaux, sur les routes ou les panneaux accrochés sur les bus.
Donc tout est fait pour que les jeunes s'intéressent à la mobilité. Et bien entendu, il y a aussi les journées de la mobilité qui sont organisées par certaines associations et par le conseil départemental. Alors, lors de ces journées de la mobilité, sont exposés, si on peut dire, des modèles très positifs, hein, donc des Réunionnais qui ont réussi à s'insérer de manière très positive, que ce soit en métropole ou à l'étranger. Alors, c'est à partir des années 82, on remarque aussi deux changements sociologiques pour La Réunion et la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées que de départs. Alors qu'auparavant, on parlait de balance migratoire, il y avait toujours plus de départs. Alors, on pense que parmi ces entrées, il y a des personnes ou soit qui arrivent à l'âge de la retraite, ou soit des personnes qui veulent tout simplement rentrer au pays. Et c'est à ce moment-là que l'on s'intéresse au phénomène des oreilles, donc qui arrivent dans les DOM. Donc cela a été analysé, je n'en parlerai pas. Nous en arrivons aux années 90. Et 90, c'est aussi ce qu'on l'histoire retient sous le nom des événements du Chaudron, c'est-à-dire des émeutes sociales au Chaudron. Et là, on va accélérer encore la mobilité. Donc ces émeutes traduisent plusieurs symptômes, hein, le chômage, bien entendu, et aussi le mal-être, hein, voire la détresse d'une partie de la population, dont les jeunes. Alors, dans ces années 90, si auparavant il y avait les partis politiques de gauche qui s'opposaient à la mobilité, à partir des événements de Chaudron, il n'y a plus d'opposition à la mobilité. C'est-à-dire que les politiques sont unanimes pour dire qu'il faut faire partir le maximum de jeunes. À partir de 1990, nous remarquons aussi qu'il y a internationalisation des destinations. La métropole n'est plus un passage obligé. Nous avons les communautés de Réunionnais qui prennent naissance ou en Allemagne ou en Espagne, en Angleterre, beaucoup. Et nous avons aussi les deux destinations très prisées, donc l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, notamment pour la formation intellectuelle. À partir des années 90, il y a dans la population réunionnaise donc l'expression d'un attachement territorial. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de partir dans d'autres contrées pour un épanouissement de soi ou pour un progrès de soi qui était délivré à travers le projet migratoire. Alors, à La Réunion, il y a deux filières de mobilité, c'était l'ANT et le CNAM. Le CNAM a été créé au début des années 60, donc Comité national d'accueil des Réunionnais en métropole. Donc le CNAM s'est progressivement spécialisé dans le départ aussi, donc des jeunes Réunionnais vers la métropole. Alors là, nous avons les filières organisées. Mais n'oublions pas les solidarités amicales ou familiales qui participent aussi beaucoup à la mobilité. Alors souvent, il y a des effets de cooptation, c'est-à-dire qu'il y a un jeune ou un membre de la famille qui dit bah, « viens ici, il y a du travail, etc. » Donc il y a cette solidarité-là. Alors si on regarde au niveau socio-logique et politique, dans la typologie de la mobilité, nous pouvons observer deux tendances. C'est ce qu'on appelle la première, la mobilité ou migration volontaire choisie. C'est le cas où la personne élabore librement son projet migratoire. Personne ne l'y oblige. Et nous avons la migration ou la mobilité volontaire subie. C'est ce qu'on appelle aussi la migration par défaut. Et beaucoup de Réunionnais que j'ai interrogés s'insèrent dans cette migration par défaut. Ils disent j'ai été obligé de partir parce que il n'y a pas de travail sur place, ou alors il faut avoir des membres de la famille ou des amis bien placés
pour nous soutenir. Et c'est vrai, quand ils arrivent en métropole, donc ils trouvent plus facilement du travail. Alors cette fois-ci, qu'en est-il au niveau identitaire? Donc dans le projet du BIMIDOM, quand on a présenté le projet de départ aux Réunionnais et aussi aux Antillais, donc on a assuré que les Réunionnais seraient très bien reçus par la population métropolitaine, parce que de toute façon, ils sont français. Et quand les Réunionnais sont arrivés en métropole, donc beaucoup ont connu la crise identitaire, parce que malgré leur carte d'identité française, beaucoup de Réunionnais ont été rejetés vers ce qu'on appelle en psychologie le pacte des négatifs migratoires, c'est-à-dire qu'ils ont été rejetés vers la masse des immigrés, des étrangers, et avec, bien entendu, des connotations très négatives. Donc, cette identité française est apparue pour beaucoup de Réunionnais comme étant un leurre. Donc, beaucoup ont souffert de cette, par exemple, des contrôles d'identité, donc le fameux délit de faciès. Et souvent, la crise identitaire a pu être dépassée par l'apprentissage de leur histoire. Donc, beaucoup de Réunionnais sont allés au-delà de l'histoire enseignée par l'Éducation nationale et ils ont pu découvrir, on va dire, d'autres aspects de leur histoire qui n'apparaissent pas dans les livres, en tout cas officiels. Alors, il y a une différence homme-femme dans cette mobilité ou dans cette migration. Alors, pour l'ensemble des DOM et TOM, les femmes sont majoritaires. Et cette migration, cette part des femmes qui est majoritaire, constitue vraiment la caractéristique principale, donc sociodémographique, de la migration des DOM et TOM. C'est-à-dire qu'il y a plus de 52% de femmes dans la migration. Ce qui veut dire aussi que les femmes ont un indice de satisfaction plus important que celui des hommes. Donc les femmes parlent beaucoup de progrès de soi, d'épanouissement, de prise de distance avec la famille. Elles éprouvent aussi beaucoup de satisfaction, notamment dans l'autonomisation et la sortie, en tout cas la prise de distance par rapport à l'enfermement familial. Alors les hommes analysent leur situation en termes beaucoup plus politiques. Pour beaucoup d'entre eux, ils subissent cette migration et ils subissent le séjour en France, comme ils disent. Alors, si on regarde la communauté réunionnaise, c'est une communauté qui est composée notamment au niveau professionnel, donc essentiellement de la classe ouvrière. Et il y a une élite qui est extrêmement discrète et qui ne veut pas s'associer à d'autres pour former une communauté. Ce qui a fait dire au journaliste Albert Bévert que les Réunionnais forment une communauté invisible. Et effectivement, ils sont invisibles dans beaucoup de secteurs. Alors tout à l'heure, on a parlé des cadres oreilles. Qu'en est-il des cadres réunionnais ou antillais? En 2002, il y a le Haut Conseil de l'intégration qui s'est intéressé à cette question. C'est-à-dire, lorsqu'on est issu de l'immigration, quel est le pourcentage de chances d'accéder à un poste d'encadrement? Alors, le Haut Conseil de l'intégration s'est intéressé aux Antillais, Réunionnais et Guyanais, mais les résultats étaient tellement, on va dire, insignifiants qu'ils ont dû rajouter d'autres origines pour avoir un chiffre sur lesquels on peut travailler. Donc, le Haut Conseil de l'intégration a remarqué qu'il n'y a que 0,4% de cadres qui sont ou originaires de l'outre-mer ou d'un autre pays étranger. Donc 0,4%, autant dire rien. Alors, à partir de cette étude du Haut Conseil de l'intégration,
il y a d'autres études qui sont pionnières et qui commencent tout juste, on va dire, puisqu'il y a encore beaucoup de tabous, à parler d'ethnicité. Et là, vous avez le politologue Pap Ndiaye, qui enseigne à l'école des études, il enseigne aussi aux États-Unis, et il disait que la couleur de la peau, donc être noir en France, c'est un handicap social objectif. Et il a encore d'autres données intéressantes à travers son analyse. Le retour à La Réunion relève cette fois-ci encore d'un parcours de combattant. Alors nous avons plusieurs cas de figure où les étudiants qui sont partis et qui souvent travaillent sur des sujets de recherche qui concernent La Réunion, mais ils ne peuvent pas rentrer. Enfin, ils l'ont fait, ils ont fait des tentatives de retour et ils ont énormément de mal à trouver du travail. Soit parce qu'il n'y en a pas dans leur spécialité, ou soit justement parce qu'on ne veut pas d'eux sur place. Alors pourquoi sont-ils, on va dire, exclus de ce marché du travail? Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ben vous avez vécu au Québec, vous avez eu des expériences, il y avait un jeune homme qui a passé 1 an en Turquie, vous arrivez avec de nouvelles idées et on ne veut pas de vous ici. C'est-à-dire que vous allez bouleverser un ordre social si vous allez vivre au pays, en tout cas durablement. Ensuite, il y a le mode d'entrée dans le monde du travail. Donc beaucoup de personnes ont dit, ben non, nous n'avons pas de réseau. Et ce qui est vrai, puisque plusieurs études ont montré qu'on trouve du travail si on a un réseau. Alors, ce qui fait que beaucoup de ces jeunes diplômés de 3e cycle sont revenus soit en métropole ou soit partent vers d'autres pays, dont les États-Unis, Nouvelle-Zélande ou encore Australie. Alors, ceux qui espèrent retourner au pays, donc, ils vont emprunter une autre stratégie, c'est le clientélisme. Donc, ils vont aller voir un homme politique, on va dire, bien en vue, et militer pour lui, dans l'espoir d'avoir un poste. Et enfin, nous avons un capital dilapidé et perdu, puisque je connais plusieurs docteurs qui ont fait une formation difficile, et qui sont soit dépressifs, soit alcooliques, parce qu'ils n'ont pas pu trouver du travail sur place, et ils ne voulaient pas d'un projet de migration, encore une nouvelle fois. Donc là, c'est tout à fait dramatique de ces personnes qui ne peuvent pas capitaliser leurs acquis pour leur île.